Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une compétition mondiale qui va sans doute définir notre siècle. La course aux ressources naturelles de l'Afrique. Et attention, ce n'est pas juste une histoire d'économie. C'est une véritable lutte de pouvoir qui est en train de redessiner les alliances mondiales et notre futur technologique. Pour bien se rendre compte de l'enjeu, il y a un chiffre à retenir, 30%. L'Afrique détient à peu près 30% de toutes les réserves minérales de la planète. Ça la place, de fait, au centre d'un nouveau grand jeu géopolitique. Et évidemment, un tel trésor, ça attise une compétition féroce. Pour vous donner une idée, les investissements étrangers sur le continent ont atteint un record de 97 milliards de dollars. Mais ce n'est pas que de l'argent. Derrière ces chiffres, il y a de véritables manœuvres stratégiques des grandes puissances pour s'assurer l'accès à ces richesses. Alors, cette compétition, elle se joue sur deux terrains bien distincts. D'un côté, les énergies du passé, traditionnelles, et de l'autre, les minerais critiques, qui sont eux la clé du monde de demain. D'un côté, donc, on a les hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Ça reste le principal moteur financier, ça représente quand même 57% des revenus d'exportation du continent. Mais, et c'est là que ça devient vraiment stratégique, la vraie bataille se livre pour les minéraux critiques, ceux qui sont indispensables pour la transition énergétique, les voitures électriques, nos batteries. Sur le front du pétrole, le pouvoir est très concentré. 5 pays seulement, avec le Nigeria et la Libye en tête de file, contrôlent à eux seuls 85% de la production du continent. Ce sont les poids lourds historiques, mais leur domination est aujourd'hui défiée par une toute nouvelle ruée. Et c'est vraiment là que le jeu change de dimension. La véritable guerre économique, la plus acharnée, elle se joue sur le terrain des matières premières qui nourrissent notre évolution technologique. C'est ici que les enjeux sont les plus élevés. Prenons le cobalt par exemple. C'est un minerai essentiel pour les batteries de nos smartphones et de nos voitures électriques. Eh bien, la République démocratique du Congo, la RDC, n'est pas juste un acteur majeur, c'est le pivot mondial. En 2024, elle a fourni 84% de tout le cobalt de la planète. C'est une domination quasi absolue. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qui contrôle vraiment cette ressource sur le terrain? Et la réponse est assez simple. Ce sont principalement des entreprises étrangères, avec la Chine en première ligne. Le groupe chinois CMOC, à lui tout seul, contrôle aujourd'hui 31% du marché mondial du cobalt, directement depuis ses mines en RDC. C'est colossal. Alors justement, qui sont ces grands joueurs sur l'échiquier africain? Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour s'assurer leur part du gâteau? Faisons un petit tour d'horizon. Le premier acteur impossible de passer à côté, c'est la Chine. L'approche de Pékin est hyper stratégique. Il ne s'agit pas juste d'investir de l'argent, l'objectif c'est de dominer toute la chaîne d'approvisionnement, de l'extraction de la matière première jusqu'au produit fini. Alors comment ils font? D'abord, ils sont ultra présents sur le terrain. 41% de l'extraction de cobalt en RDC, c'est eux. Ensuite, ils visent ce qu'on appelle l'intégration verticale, c'est-à-dire de la mine à la batterie. Ils ont aussi un avantage de poids. Leurs entreprises construisent 20 à 30% moins cher que les concurrents occidentaux. Et enfin, ils investissent de plus en plus dans le raffinage local pour tout sécuriser sur place. Mais un nouvel acteur financier est en train de tout bousculer. Ce sont les Émirats arabes unis. Entre 2019 et 2023, ils ont injecté plus de 110 milliards de dollars sur le continent. La stratégie des Émirats, elle, est différente. Ils se concentrent sur la logistique, les ports, les énergies renouvelables. En fait, ils profitent du vide laissé par des investisseurs occidentaux souvent plus frileux pour lancer une offensive financière massive et très rapide. Et les Occidentaux, l'Europe et les États-Unis dans tout ça? Bon, ils restent les plus gros investisseurs si on regarde le total cumulé, mais leur approche est différente. Ils cherchent à sécuriser leurs propres industries, mais en insistant beaucoup sur les normes environnementales, sociales et de gouvernance, les fameuses normes ESG. Le risque, pour eux, c'est de se faire dépasser par des acteurs beaucoup plus rapides et, disons, moins regardants. Et la liste ne s'arrête pas là. D'autres acteurs montent en puissance. Il y a la Turquie, qui gagne en influence via la construction et la défense, ou encore la Russie, qui se concentre sur le nucléaire et les métaux précieux, notamment pour contourner les sanctions. Le jeu est de plus en plus complexe. Face à cet appétit mondial, les nations africaines ne sont plus de simples spectatrices. Au contraire, elles commencent à réagir et à réécrire les règles du jeu, pour que la richesse de leur sous-sol profite enfin à leur population. Cette phrase, elle résume tout. C'est la fin de l'ère de l'extraction pure. En clair, c'est fini le temps où l'on venait creuser un trou, prendre les ressources brutes et repartir avec. L'objectif maintenant, c'est de transformer ces ressources sur place. Et cette nouvelle stratégie, elle repose sur des piliers assez clairs. Premièrement, interdire l'exportation des minerais bruts. Deuxièmement, obliger les investisseurs à construire des usines de raffinage sur le sol africain. Le but final, c'est de créer des pôles industriels et de maîtriser la chaîne de valeur. Et le plus intéressant, c'est que ça marche. Le Zimbabwe est un exemple parfait. En interdisant l'exportation de lithium brut, le pays a tout simplement contraint des entreprises chinoises à investir 300 millions de dollars dans des usines de traitement locales.
C'est un transfert direct de valeurs et de technologies. Tout ça nous amène à une question centrale, une question qui hante le continent depuis des décennies. Cette richesse immense, au fond, est-ce une bénédiction ou une malédiction? C'est le grand paradoxe africain. Comment un continent qui regorge de ressources peut-il encore abriter certaines des populations les plus pauvres du monde? En fait, la réponse ne se trouve pas que dans le sol. La clé, c'est la gouvernance. Il suffit de comparer ces deux cas. D'un côté, la RDC, immensément riche, mais minée par les conflits pour le contrôle des mines. De l'autre, le Botswana, premier producteur de diamants en valeur, qui a su gérer sa richesse de manière responsable pour assurer un développement stable. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'avenir sera multipolaire. Pour les nations africaines, le succès dépendra de leur capacité à naviguer habilement entre des investisseurs qui ont des objectifs et des standards très différents, qu'ils soient chinois, américains, émiratis ou européens. Et ça nous laisse avec une question en suspens. Est-ce que le réservoir du monde, comme on a longtemps appelé l'Afrique, peut enfin devenir le pilote de son propre destin? La partie ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis.